بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، السيد نائب رئيس جامعة بن الزهر بأكادير، السادة العمداء، السادة المدراء، السادة نواب الرئيس، السادة مدراء مختلف المراكز جامعة بن طفيل، حضرات السيدات والسادة الأساتذة، حضرات السيدات والسادة الإداريين، شركائنا الأعزاء، مرحبا بكم في هذه المناظرة الجامعية حول التكوين المستمر. إذا سمحتم سوف أتكلم باللغة الفرنسية، أن معنا ضيوف وحتى تعم الفائدة. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette première assise universitaire sur la formation continue, un rendez-vous important, un rendez-vous qui a été souhaité par le conseil de l'université Ibn Tufayl il y a quelques mois. Je voudrais commencer par des remerciements premièrement très chaleureux à mon cher ami, le professeur Al-Latif Mokrim, président de l'université Hassan Ier. Premièrement, d'avoir accepté de venir ici à l'université Ibn Tufayl et partager avec nous l'expérience de l'université de Stade, qui est une expérience nationale très importante. Et donc, merci beaucoup, cher ami, pour ce partage. Mais ensuite, le remercier, je profite de l'occasion, pour l'accueil qui a réservé à nos jeunes. تهليتي لنا في ديك الوليدات، الله ربي يتهلا لك في وليداتك. Franchement, l'université de Stade a accueilli nos étudiants depuis lundi. Hébergés, nourris. J'étais hier avec nos étudiants et ils étaient très contents et très contents, très épanouis. Et lorsque on regarde on sent ce sentiment chez nos étudiants, on sent que quelque part, on a fait une bonne chose parce que c'était des femmes et des hommes, des jeunes totalement épanouis et qui avaient rencontré d'autres jeunes provenant de d'autres universités qui ont bien sûr entré en compétition avec un fair play, mais ils étaient heureux et ils étaient fiers. C'est ça le sentiment, ce que je cherchais, monsieur le président, fier d'appartenir à l'université nationale, fier de faire partie de ce projet d'éducation et de formation nationale. Bien sûr, je ne pouvais pas passer l'occasion sans féliciter nos jeunes filles qui ont remporté la médaille d'or, le premier prix en basket. Et ça fait plaisir que des filles soient, non seulement participent au sport, on ne va pas utiliser la langue de bois, c'était un domaine pendant des années qui était exclusif aux hommes, mais maintenant nos filles sont là, ils font du sport au niveau de l'université, ils entrent dans la compétition et à l'Institut du métier du sport, ils ont pu gagner des médailles, nous sommes fiers pour elles. Je voudrais aussi parler de notre champion, Haytham El-Kass. C'est non seulement, il a remporté aussi la première place dans le 100 mètres. Et donc il a eu la médaille d'or. Et là, je profite aussi pour rappeler que Haytham, c'est un étudiant qui souffre d'un handicap et que malgré son handicap, il est aujourd'hui en train de suivre une carrière pour obtenir un diplôme à l'université. Et deuxièmement, il participe aux activités sportives et il obtient une médaille d'or. Il a représenté le Maroc dans les championnats. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد رئيس جامعة الحسن الأول
بسطات، السيد نائب رئيس جامعة بن الزهر بأكادير، السادة العمداء، السادة المدراء، السادة نواب الرئيس، السادة مدراء مختلف المراكز جامعة بن طفيل، حضرات السيدات والسادة الأساتذة، حضرات السيدات والسادة الإداريين، شركائنا الأعزاء، مرحبا بكم في هذه المناظرة الجامعية حول التكوين المستمر. إذا سمحتم سوف أتكلم باللغة الفرنسية، أن معنا ضيوف وحتى تعم الفائدة. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette première assise universitaire sur la formation continue, un rendez-vous important, un rendez-vous qui a été souhaité par le conseil de l'université Ibn Tufayl il y a quelques mois. Je voudrais commencer par des remerciements premièrement très chaleureux à mon cher ami, le professeur Abdelatif Mokrim, président de l'université Hassan Ier. Premièrement, d'avoir accepté de venir ici à l'université Ibn Tufayl et partager avec nous l'expérience de l'université de Stade, qui est une expérience nationale très importante. Et donc, merci beaucoup, cher ami, pour ce partage. Mais ensuite, le remercier, je profite de l'occasion, pour l'accueil qui a réservé à nos jeunes. تهليتي لنا في ديك الوليدات الله ربي يتهلا لك في وليداتك. Franchement, l'université de Stade a accueilli nos étudiants depuis lundi. Hébergés, nourris. J'étais hier avec nos étudiants. Ils étaient très contents et très contents, très épanouis. Et lorsque on regarde on sent ce sentiment chez nos étudiants, on sent que quelque part, on a fait une bonne chose parce que c'était des femmes et des hommes, des jeunes totalement épanouis et qui avaient rencontré d'autres jeunes provenant de d'autres universités qui ont bien sûr entré en compétition avec un fair play, mais ils étaient heureux et ils étaient fiers. C'est ça le sentiment, si vous voulez, ce que je cherchais, monsieur le président, fiers d'appartenir à l'université nationale, fiers de faire partie de ce projet d'éducation et de formation nationale. Bien sûr, je ne pouvais pas passer l'occasion sans féliciter nos jeunes filles qui ont remporté la médaille d'or, le premier prix en basket. Et ça fait plaisir que des filles soient, non seulement participent au sport, parce on ne va pas utiliser la langue de bois, c'était un domaine pendant des années qui était exclusif aux hommes, mais maintenant nos filles sont là, ils font du sport au niveau de l'université, ils entrent dans la compétition et à l'Institut du métier du sport, ils ont pu gagner des médailles, nous sommes fiers pour elles. Je voudrais aussi parler de notre champion, Haytham El-Kass. C'est non seulement il a remporté aussi la première place dans le 100 mètres. Et donc il a eu la médaille d'or. Et là, je profite aussi pour rappeler que Haytham, c'est un étudiant qui souffre d'un handicap. Et que malgré son handicap, il est aujourd'hui en train de suivre une carrière pour obtenir un diplôme à l'université. Et deuxièmement, il participe aux activités sportives. Et il obtient une médaille d'or. Il a représenté le Maroc dans les championnats continental para-olympique, où il a encore là porté le drapeau national très haut. Et donc lorsqu'on voit également un étudiant qui souffre d'un handicap
qui est en train de faire des études, que ces études ne sont pas incompatibles avec le sport, que nous, à l'université, on est capable de lui offrir ce duo, une carrière sportive, mais également une carrière universitaire. Là, je pense qu'on devrait se sentir fiers, chers amis. On devrait se sentir fiers parce que on est en train de contribuer non seulement à la formation, on l'a toujours dit, Monsieur le ministre n'arrête pas de le dire, que l'objectif n'est pas uniquement cette formation disciplinaire pure et dure, qu'on est en train de former des femmes et des hommes qui aiment leur culture, qui connaissent leur pays, qui connaissent la culture de leur pays, qui connaissent l'histoire de leur pays, la géographie de leur pays. Monsieur le ministre va au-delà, qui connaissent les arts, la musique de leur pays, la gastronomie de leur pays, mais qui sont attachés à nos valeurs religieuses, à nos valeurs nationales, qui aiment, comme je viens de dire, la culture, mais qui aiment le sport, qui pratiquent le sport. Ça, c'est les femmes et les hommes dont le Maroc de demain a besoin. Et nous, nous avons cette grande responsabilité que de les former. Et cette équipe de filles et cet étudiant, comme j'ai dit, qui souffre d'un handicap, c'est deux exemples que quelque chose est en train de changer dans l'université nationale, et en particulier dans cette université. Je ne me pardonnerai pas d'oublier Aya El-Khaz et Marwa Boulel. Marwa Boulel, il a obtenu 2 médailles en saut de longueur et en lancement de poids. C'est les aléas voilà, on est en direct effectivement. Mais en tout cas, je disais aussi saut de longueur et lancement de poids, et nos championnes ont honoré cette université, ont honoré l'Institut de métier du sport. Monsieur le directeur est avec nous, je voudrais remercier chaleureusement pour tout l'effort que cet institut, ce jeune institut est en train de faire, mais en accompagnant et en permettant que ces jeunes s'épanouissent, et que aujourd'hui on est en train de démontrer les études et le sport ne sont pas incompatibles. Ça a toujours été le cas. Peut-être ça paraît une évidence pour nous, mais il y a beaucoup de gens qui ont dû choisir entre les études ou le sport. Soit faire des études, soit faire du sport. Aujourd'hui, on est en train de démontrer que ce n'est pas le cas. Je voudrais aussi remercier Madame Professeur Maha Obrel d'avoir fait le déplacement depuis la France. Bienvenue Madame dans votre pays. Madame Obrel est la déléguée territoriale Strasbourg, et c'est une grande experte en formation continue, en particulier dans la formation tout le long de la vie. Madame, c'est ça? Je me présenterai. Ouais, je laisse l'occasion tout à l'heure, il va se présenter. En tout cas, on vous remercie. On vous souhaite la bienvenue. Je ne sais pas, on devrait vous souhaiter la bienvenue, mais vous êtes chez vous. Donc, bienvenue chez vous. Et merci de nous avoir répondu à notre invitation et participé à cet événement très important pour nous à l'université de notre fête concernant la formation continue. Je voulais aussi remercier nos collègues, nos partenaires du monde socio-économique qui sont aussi là, parce qu'ils sont partie prenante de cette formation continue. Et donc c'est eux si ce n'est pas le client final, en tout cas celui qui va héberger, celui qui va recevoir, celui qui va utiliser, excusez-moi le terme, ce client final. Et donc leur avis et leur opinion sont importantes pour nous. En tout cas, je remercie tous les présents, messieurs les doyens et messieurs les directeurs, les coordonnateurs des filières de formation initiale et formation continue, mesdames et messieurs les professeurs et les administratifs qui sont aujourd'hui parmi nous. Et je voudrais bien entendu, bien sûr, remercier la commission pédagogique de l'université, commission pédagogique qui émane du conseil de l'université, qui a fait un travail remarquable
durant ces derniers mois pour pouvoir arriver à cette situation et que nous allons un peu expliquer suite à cette décision du conseil de l'université qui lui a délégué l'organisation de ces assises. Je voudrais bien sûr remercier le professeur Nabil Srifi. Professeur Nabil Srifi a été, durant ces derniers mois, également le directeur du centre de formation continue de l'université. Et donc, il a assuré cette transition entre notre cher ami Nizha, qui est parti à la retraite, et que maintenant, ce centre, il est sous la responsabilité du professeur Ahlam Qafas, qui est parmi nous aujourd'hui, dont on lui souhaite beaucoup de succès. Mais c'est l'occasion aussi de préciser que je voudrais remercier énormément Nabil Srifi pour tout le travail qu'il a fait. Ça n'a pas été facile. Pendant des mois et des mois, il fallait gérer énormément de dossiers qui étaient un peu pas bloqués, mais qui souffraient de certains retards, et donc il fallait purger tout ce flux on va dire, ce flux administratif. Donc, merci beaucoup, professeur Nabil Srifi, qui a eu la confiance la semaine dernière du Conseil de gouvernement de Sa Majesté, qu'ils l'ont nommé directeur de l'École nationale des sciences appliquées de Tinitra. Félicitations. Je vous souhaite tout le succès du monde, chers collègues et chers amis. Je voudrais également, dans toute cette opération, il y a eu une enquête, parce que c'est ce que a voulu le Conseil de l'université, c'est qu'il y ait une enquête auprès de nos partenaires socio-économiques, de nos bénéficiaires, des enseignants-chercheurs, des administratifs, des coordonnateurs des formations continues, des consultations également auprès de nos chefs d'établissement, et pour avoir déjà une base et comprendre quel est le sentiment de chacun par rapport à cette mission de l'université. Donc je voudrais remercier tous les collègues qui ont participé de près au loin à la réalisation de cette enquête, à la réalisation de cette étude. Et bien entendu, je voudrais saluer mon cher ami, le professeur Ben Issa Al-Atrassi, qui a chapeauté tout ce processus et qui a fait un travail remarquable. Merci beaucoup, Ben Issa, pour tout le travail réalisé. Et tous les présidents d'université sont intéressés par le sujet de la formation continue et ils voudraient savoir plus ou moins quel est l'avenir de la formation continue. Tout le monde se pose cette question, mais ce n'est pas uniquement les universités, c'est au niveau du ministère, etc. Et donc, les présidents sont très occupés, ils sont excusés parce qu'ils voulaient être parmi nous. En tout cas, ils sont dans l'attente de voir qu'est-ce que l'université de Notovey peut proposer. Et aujourd'hui, on a parmi nous le professeur Radi, qui est le vice-président de l'université de Nosor, chargé des affaires académiques, qui nous vient de très loin de Agadir. Je voudrais lui souhaiter la bienvenue dans son université. Marhaba bik al-Karim. L'université de Nosor est en train de faire un travail remarquable à tous les niveaux, malgré, écoutez, nous on parle énormément d'étudiants, etc., compliqués, etc., mais lorsque je m'assois avec mon cher ami, le professeur Bento, 5 régions, 150 000 étudiants, et 25 établissements, c'est ça? 24 établissements. Alors là, je m'incline et toutes mes salutations à Monsieur le Président et merci d'avoir fait le déplacement. Mesdames, Messieurs, la formation continue, je vais tout simplement rappeler la loi 0100 qui, dans son article 3, dit que les missions de l'université, c'est-à-dire que nous, en tant qu'université, quelles sont nos missions? C'est clair, c'est écrit par la loi. Premièrement,
je vais les citer par ordre qui sont écrites ou qui sont stipulées dans la loi. Premièrement, la contribution au renforcement de l'identité islamique et nationale. Bien sûr, l'ordre est important. Deuxièmement, la formation initiale et la formation continue. Ça, c'est la loi 0100. Ensuite, je vais le citer, puisque je vais continuer à lire, puisque on en parle. Le développement et la diffusion du savoir, de la connaissance, de la culture, la préparation des jeunes à l'insertion de la vie active, qu'on néglige beaucoup de fois, mais c'est vraiment quelque chose de très important, c'est la loi carrément. La recherche scientifique et technologique, la réalisation d'expertise, la contribution au développement global du pays et la contribution à la promotion des valeurs universelles. Donc la formation continue, il vient en deuxième place après le renforcement de l'identité islamique et nationale. Et donc, il faut le dire, c'est-à-dire lorsque on ne fait que la formation initiale et on ne fait pas de la formation continue, ben, on est en train de rater quelque chose. C'est-à-dire qu'il est de notre obligation, ce n'est pas un choix, c'est une obligation de faire de la formation continue. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on fasse un effort au niveau de la formation continue. Ce n'est pas un choix parce que on connaît l'université nationale et dans beaucoup d'espaces universitaires, on pense que on fait de la formation initiale, c'est notre devoir, et ensuite, si on a le temps, si on a les possibilités, on va faire de la formation continue. Ce n'est pas le cas. La formation continue est une mission fondamentale de l'université, au même titre que la formation initiale. Bien sûr, dans son article, même la loi 01, l'article 8, il dit que les universités peuvent, dans des conditions prévues par leur règlement, instaurer des diplômes d'université dans le domaine de la formation initiale et dans celui de la formation continue. Maintenant, c'est vrai que la loi 0100, il a quand même 24 ans déjà d'histoire. Hein, et donc, mais quand même, on se rend compte qu'un grand travail, que ça a été une révolution pour l'enseignement supérieur, une loi de ce type portant organisation de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, vous le savez, on est en train de réfléchir à la révision de la loi. Et donc, c'est vraiment très important que la loi 0100, il est resté avec nous 24 ans. Et donc, la prochaine loi, certainement, il va porter organisation de l'enseignement supérieur pendant 20-25 années. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne va pas la changer avant. Bon, ils ne vont pas la changer avant 2050. D'accord? Et donc, c'est quelque chose de vraiment très important. Alors, partons de l'université Ibn Tufayl. L'université Ibn Tufayl, alhamdoulilah, il faut le dire, il est bien positionné dans le domaine de la formation continue. Un effort énorme a été réalisé pour, premièrement, structurer cette formation continue et assurer une formation continue de qualité, mais carrément, ce n'est pas au même titre, mais le volume en offre de formation, il est similaire. C'est-à-dire carrément, nous avons autant de formation continue que formation initiale. Donc un grand effort a été fait pour la diversification de l'offre et pour l'enrichissement de l'offre de formation continue et dans différents domaines, c'est-à-dire que ce n'est pas du domaine exclusif d'un champ disciplinaire donné. On peut retrouver des formations continues dans tous les domaines et toutes les spécialités. Et il faut le dire aussi, ça a permis de drainer des fonds importants qui ont été réinvestis pour le développement de cette université aussi. Parce que la formation continue, bien sûr, c'est une formation continue, elle est payante, et ça permet, d'alimenter le budget de l'université, ça permet de motiver les enseignants-chercheurs, c'est les chercheurs qui font un travail au-delà des heures, je dirais,
obligatoires, et à un certain moment, ils sont rémunérés. Ça permet de les motiver, ça permet de développer, de construire, de faire des constructions carrément au niveau de l'université, mais ça permet également d'équiper, de moderniser l'université, comme je viens de dire, grâce à un budget vraiment important. Alors, la formation continue au niveau de l'université de Noto-Fel a été, je dirais, si ce n'est pas géré, coordonné par un centre de formation continue qui offre, bien entendu, on pourra discuter de ça dans les ateliers, des diplômes, des formations diplômantes, les LUS ou MUS. C'est une appellation purement université de Noto-Fel, c'est-à-dire du niveau licence, du niveau master, mais également de la formation qualifiante et la formation à la carte. La formation à la carte, là, ce n'est pas aussi développé que la formation diplôme. Alors, mesdames et messieurs, je pense, et le conseil de l'université le pense, et chaque fois que je discute avec les collègues, soit au niveau de l'université et dans d'autres universités, au niveau du ministère, on est en train de vivre des changements importants, des changements au niveau du secteur socio-économique, des changements au niveau de l'emploi, ou des changements dans la société d'une manière générale. Et la formation continue est l'un des piliers de la responsabilité sociétale de l'université. C'est-à-dire, nous avons l'obligation, comme j'ai dit, ce n'est pas un choix, nous avons l'obligation de faire des formations continues en faveur du secteur socio-économique, en faveur de nos jeunes, parce qu'il faudrait adapter cette formation continue, parce que franchement, le monde du travail est en train de changer, et les industries, mais surtout les ressources humaines que nous formons, ils sont dans l'obligation, ils sont dans le besoin de s'adapter à ces nouvelles transformations technologiques, à ces nouveaux défis, même pas sociétaux, globaux. Et donc, aujourd'hui, c'est plus un secret que les étudiants que nous recevons chaque année, on est presque à 120 000 étudiants que nous recevons à 18 ans, à 19 ans, à 17 ans. Leur passage à l'université, c'est une première visite au banc des amphithéâtres, mais qui vont devoir, dans les années à venir, revenir chaque 5 ans, maximum chaque 10 ans, parce que leur formation va devenir obsolète. La formation qu'on va leur donner va devenir rapidement obsolète, et donc il faudra les former de nouveau. Monsieur le ministre, et dans le pacte ISRI, il insiste beaucoup sur qu'il ne faut pas gaver, excusez-moi le terme, il ne faut pas gaver les étudiants d'informations. De toute façon, ils vont oublier ça 3 heures après avoir passé l'examen. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre ça et ensuite ils vont écrire ce qu'ils ont appris, et quelques jours après, dans le meilleur des cas, ils vont oublier carrément ce qu'ils ont appris dans nos amphithéâtres. Et de toute façon, c'est pas grave, parce qu'après, ils vont faire une recherche sur leur téléphone, ils vont recevoir de nouveau cette information, ce smartphone qui devient un concurrent féroce pour nous, les professeurs. C'est pour cette raison que je parlais tout à l'heure de ne pas uniquement nous concentrer sur la formation disciplinaire de nos étudiants, qu'il fallait leur donner d'autres compétences, parce que nous avons besoin que ces étudiants apprennent à apprendre. C'est-à-dire ce qu'on appelle la capacitation. C'est-à-dire leur donner des soft skills, de donner des capacités, des compétences, pour que eux, au bout de 4 ans, s'il est dans l'entreprise, et à un certain moment, peut-être que ce métier pour lequel il a été formé, ou il a été recruté, il va carrément disparaître. Et donc, il faudra que lui, il se recycle, mais très rapidement, pour ne pas perdre son emploi, ou pour pouvoir gagner son pain quotidien. Alors, il faut leur former, leur donner cette capacité de s'adapter. En tout cas,
s'il n'arrive pas à le faire tout seul, il va devoir revenir au banc de l'université. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on insiste sur cette notion de formation tout le long de la vie. C'est-à-dire que il y a quelques semaines, c'était à Singapour, je pense, vous me corrigez, qui vont permettre aux gens de revenir à 40 ans, à partir de 40 ans, revenir à l'université. C'est-à-dire après 40 ans, tout le monde devait venir ou leur donner... Je ne me rappelle pas, mais les gens, ils sont conscients que les études, où il a le diplôme, il a une date de péremption. C'est dur ce que je suis en train de dire, parce que moi j'ai un diplôme et là je suis donc président de l'université après 30 et quelques années. je détiens le même diplôme, c'est celui qui me permet d'être là, mais bientôt le diplôme n'aura aucun sens et il va avoir une date de péremption. Une date de péremption et que à chaque fois il faudra se recycler et c'est là qu'intervient l'importance de la formation continue, l'importance de la formation continue parce que aujourd'hui nous devons apprendre les étudiants à apprendre ou à se auto-former, mais deuxièmement il faudra mettre en place un dispositif qui leur permette de les recevoir à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, pourquoi pas à 50 ans, 55 ans, etc. Et donc c'est tout le système qui est en train de changer à cause ou grâce à cette transformation que connaît le monde et que connaît le monde du travail. Alors les objectifs de ces assises, je ne voudrais pas accaparer la parole parce que aujourd'hui ce n'est pas uniquement au président de l'université de s'exprimer, mais toutes les parties prenantes dont je parlais tout à l'heure sont bienvenues pour exprimer leur opinion et nous fournir des recommandations. Alors le conseil de l'université, parce que finalement c'est à lui que revient la décision, parce que le conseil de l'université c'est celui qui prend les grandes décisions de comment sont structurées les choses, comment doivent fonctionner les choses, et conformément à la loi bien sûr. Comme disait un ami à moi, la meilleure façon de faire les choses, c'est le faire, et la plus facile, c'est le faire conformément à la loi. Ça va très vite et ça permet de faire les choses correctement et facilement. Dès qu'on s'écarte un peu de la loi, après on a des problèmes. Et on se rend compte qu'on n'aurait dû jamais nous écarter de la loi, parce que c'est la meilleure façon de faire les choses. Alors donc, ce conseil a eu l'idée sage d'écouter tout le monde et d'organiser ces assises et des ateliers cet après-midi, après le déjeuner, pour que chacun de nous s'exprime et dise comment il voit cette formation continue, dont l'objectif, je dis, comment on peut capitaliser et consolider les acquis, parce que l'université, notre fait, il a un capital. C'est beaucoup d'années, c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail. Donc il faut absolument qu'on capitalise tout ce qui a été fait, qui n'est pas peu. Hein. C'est énorme, il faut donc le capitaliser. Ensuite, corriger les dysfonctions, s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des dysfonctions, il faudrait les corriger en repensant l'arsenal réglementaire et organisationnel, comment on peut être plus en adéquation avec ces nouveaux défis que je viens de citer tout à l'heure, cette nouvelle situation, ces nouvelles caractéristiques du marché de l'emploi et des demandes en formation pour la capacitation des ressources humaines. Et comment on peut accompagner cette transformation Alors, les enquêtes, nous avons fait des enquêtes, comme j'ai dit, avec les partenaires, les bénéficiaires, les professeurs et administratifs, les coordonnateurs des formations, mais également les gestionnaires aussi. On connaît leur avis aussi, parce que finalement, un sous-ordonnateur, c'est celui qui signe à la fin le paiement, et donc il a une responsabilité importante. Et donc c'est vraiment important
que toutes les parties prenantes puissent s'exprimer sur l'objectif de ces assises. Vous savez certainement que nous avons déjà lancé des chantiers importants qui concernent la formation continue. Première des choses, c'est un système d'information intégré pour la gestion des ressources financières. Et donc ce système d'information que nous avons, avec lequel on fonctionne depuis une année, il intègre la formation continue. D'accord. Un grand effort a été réalisé par notre division des affaires financières, Sekhasem, que je salue depuis ce pupitre, et le professeur Atras, qu'ils ont fait un grand effort pour réduire la bureaucratie et faciliter la gestion financière pour les porteurs de projets de formation continue. Donc ça, c'est un chantier que nous avons commencé, et ça a donné des résultats parce que ça permet de décongestionner l'administration et de faciliter les choses. Alors le deuxième chantier, là, ce n'est pas autant, parce que là je parle de réalisation, mais maintenant je vais parler de projet, c'est-à-dire que le conseil d'université a adopté l'utilisation d'une plateforme d'accréditation pour les formations continues, à l'image de ce qu'on fait pour la formation initiale. C'est-à-dire aujourd'hui, un enseignant-chercheur, il peut entrer dans un système d'information, une plateforme, et renseigner toutes les données qui sont demandées pour une accréditation de formation continue. C'est une plateforme où il y a un accès pour le porteur du projet, il y a un accès pour l'évaluateur, pour l'accréditation, l'évaluateur qui va évaluer est-ce que cette formation respecte les normes pédagogiques. Il y a l'accès pour le chef d'établissement, pour qu'il signe au nom du conseil de l'établissement, et bien sûr pour le président, pour ce qui concerne la décision du conseil universitaire. Ça va être une révolution aussi, cette plateforme d'accréditation, parce que l'objectif principal, c'est permettre une modernisation de nos procédures administratives, faciliter ces procédures administratives, mais il y a aussi un autre objectif très important, c'est avoir de l'information sur nos formations. Quels sont les modules que nous assurons aujourd'hui? Et quels sont les professeurs, les compétences que nous avons et qui assurent ces modules parfois révolutionnaires, des modules vraiment de très haut niveau. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on veut développer la formation à la carte. Parce que des modules, ils appartiennent à des filières, et ils font partie de l'architecture pédagogique de la filière. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas besoin d'un diplôme. Ils n'ont pas besoin d'une formation même certifiée. Et ils voudraient bien, en parlant avec beaucoup de nos partenaires, avoir des formations comme s'ils vont au restaurant, ils ne veulent pas le menu du jour, ils voudraient commander sur la carte. Et dire, moi, j'ai d'urgence, je ne vais pas attendre l'accréditation, etc. Je veux ce module, combien ça me coûte? Et je le veux maintenant pour la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous, je pense qu'on devrait répondre à cette sollicitation et offrir carrément une formation à la carte. Formation à la carte que, bien sûr, on ne va pas faire un module, mais ça ne me revient pas moi, mais il y a la commission pédagogique au conseil d'université qui va stipuler comment ça va se faire, combien de modules, etc. Mais on devrait offrir cette possibilité, un groupe de modules pour une formation à la carte. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps, mais je voulais quand même parler de ce sujet parce qu'il me tient à cœur. Et comme j'ai dit, c'est une mission de l'université qu'il faut absolument réussir. Personnellement, et avec ça je vais finir et je m'arrête, mes excuses pour ce temps que j'ai
langue que j'ai pris pour m'adresser à mes chers professeurs et administratifs. Moi, j'encouragerais tous les professeurs, à présenter une formation continue. C'est une expérience très importante. Une formation initiale, ben, vous n'avez pas à chercher les étudiants. Vous refusez des étudiants. Formation continue, c'est une forme entrepreneuriale de faire de l'université, et donc ça demande aussi des compétences. Ça développe même chez l'enseignant des compétences managériales, de compétences de marketing, de compétences de publicité, de compétences de gestion, très importantes. Et donc moi j'encouragerais tous les enseignants de l'université de Notre Dame, tous, sans exception, de proposer une formation continue. Il faut le faire. Tout le monde propose une formation continue. Et bien entendu, ça peut constituer des équipes. Ça ne devrait pas être... c'est pas grave, ça ne devrait pas... si c'est compliqué, c'est au centre de formation continue d'accompagner les enseignants pour faire ça. D'accord ? Si un professeur il a une idée, peut-être il n'a pas les idées claires, mais je suis convaincu qu'il y a des vice-doyens au niveau des établissements, des directeurs adjoints, qu'il y a le vice-présidence affaires pédagogiques, mais la commission de la pédagogie. Il peut travailler avec tous les enseignants, leurs idées, dans une ingénierie pédagogique afin de fournir une bonne formation continue. Alors, tout ce que nous pouvons, tous vos avis, toutes vos opinions, mesdames et messieurs, on va, dans les ateliers qui auront lieu tout à l'heure, les rédiger. Et donc, il y aura des débats, des opinions, des recommandations, etc. Alors, tout ça, on va collecter toutes ces opinions et les transférer à la commission pédagogique, dont les membres ils sont là. Et donc, ça permettra d'éclairer les décideurs, mais également, ça nous permettra de rédiger des documents. Et pourquoi pas, on va les transmettre aussi au ministère, parce qu'aujourd'hui, il y a une discussion importante entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministère des Finances. Parce que on fonctionne avec une décision conjointe, que vous connaissez tous, mais cette décision conjointe, aujourd'hui, elle est obsolète. Elle est obsolète pour plusieurs raisons. Et donc, il faut qu'il soit nouvelle, comme dit M. le ministre, il faut que cette décision conjointe soit adaptée au nouveau contexte de l'université nationale. Et donc, c'est important qu'on puisse éclairer aussi le ministère et les collègues de la direction de l'enseignement supérieur. Monsieur le directeur s'excuse de ne pas être parmi nous, il est dans l'avion en ce moment, il vient de la Zambie dans une mission officielle, sinon il devait prendre la parole aujourd'hui et partager avec vous les attentes du ministère. Et bien entendu, je vais terminer avec nos partenaires et dire que il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut être à l'écoute de nos partenaires, quelles sont leurs attentes, quels sont les profils dont ils ont besoin. D'accord ? Parce que nous avons notre vision au sein de notre sphère académique, mais comme je dis, notre client final, bon, c'est le bénéficiaire, mais c'est aussi l'entreprise et l'administration qui le recrutent. Et donc, nous les remercions de leur présence ici, parmi nous, et leurs avis et opinions sont vraiment fondamentales. Et là, je vais m'arrêter. Et je vais m'arrêter parce que vous êtes venus aussi pour écouter nos chers collègues. Et donc, merci beaucoup de votre présence et je vous souhaite de bonnes assises.